On passe donc au deuxième axe de notre webinaire qui concerne les structures. D'abord, l'école en tant que structure à part entière, mais également toutes les autres structures qui gravitent autour de l'école pour la servir en principe. Nous pouvons citer le ministère de tutelle, son administration centrale, les administrations territoriales et les instances de gouvernance supraministérielles. Commençons, professeur Bouvier, par la structure de l'école. Cet espace qui a toujours été confiné à l'intérieur de 4 murs, malgré quelques transgressions, réussies d'ailleurs mais punies par l'ordre établi, jusqu'à ce que Covid-19 lui donne l'opportunité de se déconfiner. Alors ma question, professeur Bouvier, concerne les scénarios possibles pour la structure de l'école, prenant en compte 3 déterminants. Le premier, la diversification des foyers d'apprentissage, surtout la fonction de la maison qui est passée de celle de désapprentissage à celle d'apprentissage. Le deuxième, ce que vous appelez vous-même le marché de l'éducation et surtout l'évolution spectaculaire de l'enseignement privé. Et le troisième, la territorialisation de l'éducation en rapport avec le rôle de l'État. Et d'ailleurs, dans votre livre « La gouvernance des systèmes éducatifs », vous traitez en profondeur cette dimension. À vous la parole, professeur Bouvier. Oui, alors, je crois que cette crise sans précédent, par sa brutalité, par sa non-préparation et par le fait qu'elle soit totale, absolument totale, nous oblige maintenant à préparer de façon tout autre ce qui nous attend dans l'hémisphère nord pour la rentrée de septembre. Évidemment, dans l'hémisphère sud, ça se passe différemment, mais là, on va parler de l'hémisphère nord et de la préparation de la rentrée de septembre. On peut, à l'heure actuelle, faire aucun scénario unique avec une grande certitude de réalisation. C'est-à-dire, il serait stupide de dire, dès le mois de septembre, les écoles vont reprendre comme avant et à l'identique, et ça sera seulement un mauvais souvenir. À mon avis, ça serait stupide de dire ça, même si beaucoup de personnes en rêvent, comme il serait, je crois, stupide de dire que désormais, et pour toujours, l'école sera totalement à distance. Ça veut donc dire que nous avons devant nous la préparation d'une école hybride, mais en ménageant plusieurs scénarios. Si je regarde ce qui se fait dans différents pays européens, en France en particulier, mais j'ai regardé un peu chez nos pays voisins, tous travaillent pour la rentrée de septembre sur plusieurs scénarios avec, en gros, j'en vois quatre. La préparation de l'école en présentiel, comme avant, mais évidemment, en tenant compte de tout ce qui s'est passé et des apprentissages que les élèves auront fait ou n'auront pas fait, etc. Donc ça, c'est un premier scénario. Deuxième scénario, ceux qui pensent que les élèves iront à l'école une journée par semaine, feront le reste à distance, ce qui permettrait d'accueillir les élèves en tout petits groupes, chacun un jour différent. C'est un deuxième scénario qui se prépare. Troisième scénario, l'école à mi-temps. L'école en présentiel à mi-temps, l'autre mi-temps étant soit à distance, de l'enseignement à distance, soit des activités proposées par des associations, par les municipalités pour faire du sport, de la culture, apprendre à vivre ensemble, etc. Et puis, évidemment,
Il faut préparer un quatrième scénario parce qu'il peut être nécessaire à certains moments. Il peut y avoir à nouveau la nécessité de procéder à des confinements. Il peut y avoir des confinements globaux, généraux, ça c'est une chose, mais il peut y avoir, comme il y a ces jours-ci en Allemagne, des confinements à l'échelle d'une ville ou d'une région pour quelques centaines de milliers de personnes. Et donc, il est nécessaire qu'on prépare également l'enseignement à distance. Et la grosse difficulté que nous avons devant nous, c'est que ces 4 scénarios sont nouveaux tous les 4, il faut les préparer tous les 4 et personne ne sait comment ça va se passer à la rentrée. Ça peut démarrer d'une façon et puis que 5 ou 6 semaines après, il faille rapidement faire autrement. C'est ça que nous avons devant nous. Professeur Aourid, ne trouvez-vous pas que trop de structures gravitent autour de l'école au point de l'étouffer au lieu de l'aider, reportant ainsi au calendrier grec la concrétisation de l'autonomie de l'école, surtout de l'université, ce qui pose la question du choix entre dégraisser le mammouth ou le changer génétiquement. Et que pensez-vous de la position privilégiée qu'occupe la technostructure au cœur des systèmes éducatifs qui, pour certains, joue un rôle positif de veille sur la stabilité du système et pour d'autres, elle joue au contraire un rôle négatif de résistance au changement et d'assimilation à outrance des politiques? Je n'ai pas de réponse, parce qu'en fin de compte, il faudra peut-être des analyses spécifiques à chaque cas. Il me semble que, par exemple, dans le cas du Maroc, le ministère de l'Éducation fait trop de choses. Et comme il est appelé à faire trop de choses, je ne suis pas tellement sûr qu'il les fait bien. Je ne pense pas qu'on peut finalement construire des écoles et construire l'homme. Je ne pense pas que ce soit possible. Et à mon humble avis, il est impératif que comme je n'ai pas cessé de le dire, il est impératif finalement de décharger l'État sur un peu finalement des choses qui pourraient être prises en charge par les communes, telles par exemple la construction, peut-être même disons, l'entretien. Donc, et vous le savez mieux que moi parce que vous êtes cadre de l'enseignement, donc la construction se fait encore par le ministère de l'enseignement. Ce qui m'interpelle en premier chef, comme je l'ai dit, c'est construire l'homme. Donc, et ça devrait être tout simplement donc pratiquement le rôle du ministère de l'Éducation. Il ne faut pas que le ministère de l'Éducation finalement soit embourbé dans la gestion administrative. Il est impératif de décentraliser. Vous savez mieux que moi, on parle beaucoup de décentralisation, mais ce n'est qu'un euphémisme en fin de compte. Dans les faits, pratiquement, donc... et puis, bon, il faut que le ministère s'ouvre en fin de compte. Donc, il faut qu'il soit aéré donc, par des apports, des réflexions, etc. Donc, nous avons un sérieux problème qui n'a pas été abordé parce qu'on parle de l'école marocaine. Il n'y a pas une école. Il y a des écoles au Maroc. Il y a l'école publique et puis finalement différents systèmes. Les systèmes de la mission, le système privé. Et il n'y a pas de passerelle. Dans le cas de la France, donc, il y a quand même une charpente donc, qui est l'école publique, et puis bon, bien sûr, il y a le privé, etc. Mais il me semble qu'il y a quand même des parcelles. Dans le cas d'espèces au Maroc, il n'y a pas de passerelle, pardon. Et cela, à mon humble avis, pourrait être inquiétant. Donc, il faudra aussi penser finalement cette relation donc, entre public et privé. Mais la référence devrait, parce qu'un système est jugé bon que lorsqu'en fin de compte, il produit ses propres élites, lorsque son système éducatif est bon. La référence demeure pratiquement donc le public. Bon, qu'il y ait des personnes brillantes marocaines, bon, mais qui ont été finalement des lauréates de je ne sais quel système, ne veut absolument rien dire. Un bon système, c'est celui qui produit ses propres élites. Or, force est de dire, et je le dis à mon regret, que bon, le privé, qui devrait être un appoint, a succombé finalement à la tentation de l'argent, etc., au lieu de penser, de réfléchir pratiquement sur la question de la qualité. L'éducation est devenue un produit vendable et c'est malheureux. L'éducation demeure et devrait tout simplement être un service public.
C'est pour ça qu'à mon humble avis, il faudra revenir aux fondamentaux. S'il y a peut-être un enseignement à tirer de cette crise, eh bien, il faut tout simplement que l'éducation soit une affaire publique d'abord et qu'elle ne soit pas finalement une affaire marchande. Alors, je me permets de montrer l'avant-dernier numéro de la Revue internationale d'éducation de Sèvres qui porte sur les privatisations de l'éducation dans une dizaine de pays. Il y a une dizaine d'études de cas et il ne s'agit pas d'opposer un système public et un système privé. Bon, ça existe plus ou moins de partout, mais à l'intérieur de chacun, évidemment, il y a des services qui sont fournis par des officines, etc., qui gagnent un argent fou, et on assiste mondialement, c'est un phénomène mondial, à une privatisation de l'éducation, y compris au sein de nos propres services publics. Alors, je vous invite à regarder ce numéro de la Revue internationale d'éducation. Mais si vous le permettez, je crois que la période qui présente, ce n'est pas la bonne période pour poser la question des structures. Parce que nous sommes fin juin, début juillet, et la rentrée de septembre, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Et on ne sait pas ce qu'il va falloir faire. Donc, il va bien falloir le faire avec les structures telles qu'elles sont, avec les acteurs tels qu'ils sont, avec les compétences qu'ils ont. On ne va pas, pendant les mois de juillet et août, absolument modifier tout. Alors moi, je pense qu'on peut réfléchir. Tout à l'heure, vous évoquiez, chers collègues, que la crise, dans le fond, elle a des effets positifs ou elle peut avoir un certain nombre d'effets positifs. Moi, je crois que pour l'éducation, en France, alors ce que je vais dire, c'est propre à la France, ça dépend des pays, je me suis noté 5 points que je trouve comme étant des conséquences positives de la crise qu'on vient de traverser, dans laquelle nous sommes encore. Premier point, pour la première fois en France, il y a une très forte implication des parents d'élèves, y compris dans les milieux modestes, y compris des parents peu éduqués. Une très forte implication. Dans mon livre, là, sur les propos iconoclastes, je rapportais une phrase qui m'avait été jetée littéralement à la figure par des collègues québécois qui étaient venus visiter la France et qui m'avaient brutalement dit « En France, vous laissez les parents sur le paillasson ». Eh bien, pendant le Covid, pendant la crise, l'école était entre les mains des parents. Ça, c'est le premier point. Alors, il va bien falloir en tirer des conséquences. Les parents, à partir du mois de septembre, vont dire « Mais attendez, vous étiez bien content qu'on assure l'enseignement. Maintenant, qu'est-ce que vous allez attendre de nous? Comment pouvons-nous davantage collaborer ?» Et moi, je crois beaucoup à des alliances entre les professeurs et les parents. Deuxième point, dans le travail à distance, tout était nécessairement individualisé. Nécessairement. Il y avait une forte individualisation des apprentissages et des interventions de la part des parents, de la part des enseignants. Et puis les élèves aussi échangeaient beaucoup entre eux, pas avec nos outils. Ils allaient sur WhatsApp ou ils allaient sur tout un tas d'autres trucs. Donc, ils échangeaient. Et donc, de fait, il y a eu une forte individualisation. Troisième point, là, cette fois-ci, on était bien obligé de tenir compte des difficultés d'apprentissage des élèves. Les élèves ne comprenaient pas ce qu'on leur demandait, ils ne comprenaient pas l'énoncé, ils ne voyaient pas ce qu'ils avaient à faire. Et il n'y avait pas d'autre solution que de les accompagner. Et cet accompagnement, soit c'était les parents, soit c'était les profs, soit c'était des officines payantes qui faisaient ça par Internet. Mais accompagnement. Quatrième point,
les lieux complémentaires d'éducation prennent de l'importance, ont pris de l'importance et prennent de l'importance. Alors, qu'en sera-t-il à la rentrée? Je ne sais pas. Et puis, cinquième point, les enseignants étaient très démunis parce qu'ils n'avaient jamais fait cela. Les parents non plus, d'ailleurs. Et on voit bien que si demain, il faut le faire davantage, alors ça suppose de beaucoup progresser sur ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique. Et ça, dans nos institutions de formation des maîtres, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y en a pratiquement pas. Donc, il va falloir tenir compte du fait que ce mix, cette école hybride, avec beaucoup d'enseignement à distance et de l'enseignement en présentiel, ça suppose d'être pensé, d'être articulé et de voir où sont les difficultés, parce qu'effectivement, oui, il y a des difficultés. On sait bien qu'il ne suffit pas d'aller sur un MOOC du MIT ou de Cambridge pour pouvoir apprendre très facilement tout ce qu'il y a dessus. On le sait bien. Donc, il faut plus que ça. Ces outils sont nécessaires, mais ne sont pas suffisants. Et tout ça, il faut le faire d'ici septembre. Voilà ce que... Donc, le problème des structures, pour moi, il viendra plus tard, si vous voulez.